6e épisode de Sac Passé, épisode qui est tourné en collaboration avec la table ronde du mois L'Histoire des Noirs, bien entendu, parce que nous sommes dans le contexte ou dans le cadre du mois L'Histoire des Noirs. Et nous sommes aujourd'hui en live sur Facebook pour les gens qui nous regardent. Donc, bienvenue et je suis content que vous soyez parmi nous. Sac Passé pour moi, écoutez, je dois dire que je me sens fatigué. On approche la fin du mois. Il y a eu un ensemble d'événements heureux, moins heureux qui, oui, entraînent une certaine fatigue. Je dirais que ce qui est présent pour moi par rapport à des réflexions d'actualité, c'est bien sûr l'atterrissage d'une... Ça paraît que je suis fatigué, hein, je cherche mes mots. C'est bien sûr l'atterrissage de la sonde sur Mars hier, qui était un événement extraordinaire, et on a une personne québécoise justement qui a piloté cet atterrissage-là, puis je pense que c'est un élément qui mérite d'être souligné. Et je dois dire qu'aujourd'hui, je suis particulièrement d'être content. C'est pas facile d'être dans le flow. Je vais prendre un instant pour dire que je suis particulièrement content d'avoir parmi nous le président du conseil d'administration de la table ronde du mois L'Histoire des Noirs, Michael Farkas. Merci d'être parmi nous. Je suis vraiment content que tu sois là. Oui, merci de m'accueillir et c'est un grand plaisir d'être avec le grand une personnalité pour moi. Toi aussi, c'est réciproque là. Fabriceville, c'est pas n'importe qui. Oh my God. Je suis très heureux d'être en ta compagnie. C'est cool. Et puis c'est drôle parce que tu vois, c'est cool juste de te parler. Je me sens un peu plus dans mon flow. C'est cool parce qu'on se trouve sans y accorder trop d'importance, mais je viens de constater qu'on est les deux porte-parole en fait du mois L'Histoire des Noirs. Et puis on pourra en parler pour les 30e, oui, tout pour à le fait. 30e. Comme à chaque début d'épisode, je prends la peine de saluer des artistes qui m'inspirent. Et aujourd'hui, je tenais à dire bonjour à Malicious, qui est une artiste extraordinaire, qui a d'ailleurs sorti un livre qui est disponible. On va mettre le lien sous notre page YouTube. On va le mettre aussi, je crois, sur les réseaux sociaux si c'est possible. On va également le mettre sur toutes nos plateformes. Et c'est un livre, en fait, qui inclut bien sûr, c'est son art, mais également certains textes liés à son art. Donc, on peut prendre, par exemple, la couverture de l'album d'Impost qui a été fait par Malicious, et il y a un texte qui est signé par Impost dans le livre. Donc, je crois que tu la connais également. Malicious, oui. C'est une artiste très engagée, hein, très militante et très colorée, comme on peut voir. Hein. Tout à fait. C'est une belle œuvre. C'est à quelle, aux éditions où, ça, que ça a été? Écoute, je ne sais pas si il a été auto-publié. Exactement. Donc, Malicious, art afro-urbain contemporain. Wow. Je ne sais pas s'il y a une maison d'édition derrière où ça a été auto-édité. Mais c'est bien sûr quelque chose qui est disponible. En fait, je me le suis procuré, donc il est disponible pour toutes les personnes qui veulent se le procurer. Ça a l'air très à point, là, très actuel, même avec la page frontispice, là, c'est réellement quelque chose. Tu vois que c'est récent, là. Elle a fait ça pendant la pandémie. On peut présumer que oui. Oui. On peut présumer que oui. En tout cas, certaines de ses œuvres, c'est très bien. Farah Aliba est le nom de la Québécoise à la NASA. Je l'avais en tête et je tenais à le souligner. Je pense que de saluer la personne qui était la personne présente hier dans le contexte de la NASA. Qui est québécoise, qui est née à Montréal, qui a grandi à Joliette et qui est d'origine indo-malgache, je ne me trompe pas. Wow. Donc, quelque chose évidemment qui mérite d'être souligné. Absolument, oui. Michael? Oui. Sac passé? Oui, ça va. On lâche pas, je veux dire, grâce à la musique, entre autres, grâce aux arts. Alors, c'est bien que tu as commencé avec ça. C'est un temps, vraiment, il faut aller chercher loin, hein, pour rester sain d'esprit et enthousiasmé à la vie qui a bien changé. Alors, ça va quand même. Tu as mentionné d'entrée de jeu la musique. Peux-tu nous en parler un peu plus? Je sais que tu es musicien, oui. Donc ça me frappe que dans une phrase comme ça que passée, il y a tout de suite la question de l'art et la musique qui soit présent pour toi. Donc, quelle place en fait occupe la musique pour toi dans un contexte comme celui-ci?
Ou l'art Omniprésent. plus largement? Tout à fait, c'est omniprésent, autant pour se réénergiser ou se ressaisir ou pour s'accompagner dans les moments où on a plus d'amertume. La musique est présente. J'écris toujours. Je viens de sortir un EP aussi qui s'appelle We Know Who We Are. Puis un autre qui est déjà en marche, là, c'est plus pour mon héritage, tu sais, que je fais ça pas vraiment pour laisser quelque chose que pour être dans l'industrie. Alors, non, je vais puiser beaucoup, beaucoup dans la musique pour m'aider à passer, entre autres, ce qu'on vit dans le moment. Et puis, je découvre des choses aussi. Il y a tellement de beaux artistes. Puis, j'ai des valeurs sûres aussi, beaucoup de valeurs sûres. Alors, surtout qui remonte au temps de Aquarius Time, tu sais, je veux dire les années 60, 70. Ça fait que quand tu dis ça que passé, entre autres, j'ai pensé à te répondre, je veux dire Marvin Gaye, that's what's still going on, what's going on, you know, qui est tout à fait actuel, où est-ce qu'on se pose beaucoup de questions aujourd'hui. Alors, c'est la même chose pour les arts. On regrette dans le moment, c'est la culture et les arts, l'histoire, réellement, ils ont la vie dure parce que depuis un an, tout est fermé. Il y a très peu de chances de pouvoir s'abreuver au théâtre. Ça va commencer un peu avec le cinéma de nouveau, mais c'est pas comme aller voir un spectacle ou un festival, tout ça. Alors, on a bien hâte. Alors, on doit, à l'aide des médias sociaux, on peut quand même voir énormément de spectacles en ligne. Alors, on est rendu là. Ça fait qu'on fait ça. Est-ce que j'ai bien compris que au-delà d'être musicien pour toi-même, que tu as 2 EP qui sont en préparation, donc We Know Who We Are, donc qui vont être disponibles et accessibles? J'ai dans le projet, depuis 2014, j'ai un projet qui s'appelle Heart Hand. Il faut l'écrire avec le H, A-N-D, Soul, Heart, Hand, Soul, Heart and Soul. Puis j'ai 4 albums déjà. J'ai 4 albums en ligne, tout ça. Alors, je suis quand même ce qu'on appelle dans le jargon recording artist, I'm still. Mais je travaille du communautaire. J'ai plusieurs autres jobs où je peux quand même, soit dans l'événementiel ou même quand je travaille avec les enfants, c'est moi qui est le prof pour la chanson, la poésie. C'est des choses que tu connais aussi. Très bien. Alors, ça me permet tu sais, il n'y a pas juste une façon de continuer à avoir de la passion pour son art. Alors, oui, je viens de sortir un EP de 5 chansons qui s'appelle We Know Who We Are, qui a aussi des commentaires sur notre identité en tant que descendant afro-canadien, si on peut dire, et en tant que personne qui a fait la route de l'esclave. Alors, c'est ça. Je pense que c'est des textes surtout avec des mélodies. J'aime beaucoup ça. Alors, oui. Mais tous les arts et naturellement les livres aussi, les œuvres comme ça, j'affectionne encore beaucoup, beaucoup. Quelque chose de très tangible. J'aime ça quand c'est encore vrai. C'est que quand même qu'on n'écoute plus les CD comme avant, mais j'en fais quand même, moi, des CD. J'aime ça quand j'ai un produit final, j'adore ça. Avoir touché à un CD, puis il y a encore du monde qui écoute des CD. Ça fait que c'est une carte de visite, quoi. C'est drôle parce que ce que j'entends dans ce que tu nommes, c'est vraiment une forme de contribution, à ta collectivité. Quand j'entends ça autour de l'art, puis tu as parlé de la jeunesse, on va certainement y revenir avec l'organisme dont tu es le directeur, Youth in Motion. Et bon, ça fait depuis maintenant 2009 que tu es le président du CEL, la table ronde du mois de l'histoire des Noirs, qui est une contribution, à mon sens, extraordinaire à la société et qui célèbre ses 30 ans, tu l'as nommé. Qu'est-ce que cet anniversaire-là signifie pour toi? Ça signifie qu'on est capable de parfois avoir des organismes qui tiennent la route suffisamment longtemps pour qu'elles soient crédibles, transparentes, qu'elles se justifient par leur travail, par leur mission, et qu'elles arrivent à continuer à avoir un sens, de donner un vrai sens à ce qu'elles font.
Et là-dessus, j'en suis très fier que la table ronde ait pu tenir la route et puis est encore pertinente et drôlement pertinente dans des années où est-ce qu'il y a plus de reconnaissance finalement pour le mois de l'histoire des Noirs, pour en héritage aussi à Carter J. Woodson, qui est le fondateur premier. Alors, qui a lancé la semaine de l'histoire des Noirs en 1926, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Exactement. Donc, qui est devenu par la suite le mois de l'histoire des Noirs. Tout à fait. Tout à fait. Alors, c'est réellement bien de voir quelque chose qui a un filon comme ça et qui demeure encore super pertinent et super nécessaire dans un contexte que c'est la décennie. Les Nations Unies ont quand même reconnu 2015-2024 la décennie des personnes afrodescendantes, que c'était notre décennie. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faudra quand même faire une analyse là-dessus. Au Canada, il y a quand même beaucoup de support pour plusieurs projets, une reconnaissance plus grande, entre autres des communautés noires de partout au Canada, avec des possibilités de financement, des possibilités de collaboration. Et ça on en est ravis. Alors, et toujours dans un contexte qui a quand même beaucoup de gens qui comprennent pas encore pourquoi le mois de l'histoire des Noirs, qui comprennent pas pourquoi la souffrance des Noirs, le poids qu'on a tout le temps, et finalement un racisme qui est toujours là envers ces communautés noires qu'on ne comprenne pas parce que nous sommes tout simplement la race humaine. On est bleu de leur dire, tu sais, mais on va continuer et quand même à édifier parce que ça a été caché. Au courant l'histoire des Noirs, elle ne débute pas avec l'esclavage. Exact. On le dit tout le temps. Et finalement, mais il y a ce gros trou noir de 400 ans qu'on a très peu documenté parce que nous étions presque rien. Nous étions, tu sais, un cheval avait une plus grande valeur qu'un noir. Et à ce moment-là, ce trou noir, mais il s'est passé quand même des choses extrêmement importantes aussi. Puis là, on est en train de les déterrer, on est en train de les documenter, on est en train d'aller les chercher aussi. Mais il va falloir qu'on colle ça avec dans un sens de panafricanisme un jour réellement pour voir même notre terre, la terre-mère qui est l'Afrique. Alors, c'est complexe, mais c'est bien le fun. C'est bien passionnant dans le moment. Tu parles de panafricanisme et ce que je saisis dans ce que tu nommes, c'est vraiment cette importance-là des connexions entre les différents peuples afrodescendants, qui est un phénomène justement global, planétaire. C'est l'invitation que tu fais. Mais j'ai l'impression qu'on le voit aussi de plus en plus, même localement à Montréal. On parle de moins en moins des origines nationales des personnes des communautés noires, mais il y a une mouvance qui fait en sorte que les gens se reconnaissent indépendamment de leur nationalité. As-tu observé un peu la même chose? Oui, mais il ne faut pas perdre... Moi, j'aime bien... Il ne faut pas perdre l'un l'autre. Pour moi, c'est quand même important de savoir de quel petit arrière-pays, arrière-canton que tu peux venir, même que ça soit du Sénégal ou d'Haïti ou même du Venezuela, dans le sens que chacun a son caractère. Et ça, je ne veux pas le perdre. Je sais que dans la globalisation des choses, dans le moment, oui, on voit une certaine mouvance qu'on veut comme tout mettre un peu dans le même bag. Et puis que, oui, il y a un dénominateur commun qui est celui de cette fameuse couleur, mais qui se rattache quand même à des valeurs, qui doit se rattacher à des valeurs qui sont communes, universelles, d'après moi. C'est ce qui fait la distinction d'un vrai homme, et à ce moment-là, d'un être humain. Mais que quand même, les particularités de chacun, parce qu'on ne vient pas tous de la même place. Pour moi, c'est une richesse. Et de le connaître, parce qu'il y a quand même des nuances dans nos communautés. On est la diversité, même si on prend juste nous, avec tout le reste du monde. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on dit les communautés noires et on ne dit pas une communauté noire. Ouais, exact. Ouais. On pourra parler du mot racisé que je n'utilise pas, moi, si tu veux, mais on n'est pas obligé de s'arrêter ça là-dessus. Mais si tu veux une explication, je t'en donnerai une aussi. Mais les communautés noires, oui, on ne vient pas tous de la même place, les mêmes langues, les mêmes religions, mais on a ce fameux dénominateur commun qui semble faire consensus à travers le monde, qui a un certain conditionnement, qui était une personne de 2e ou 3e classe, un peu partout. Parce que même en Asie, les gens qui sont plus foncés
sont plus mal vus que ceux qui sont... D'où vient ce conditionnement? C'est finalement que tu es à la peau brune, noire, etc. Et puis que déjà, là, en principe, on t'identifie comme moins dans certains endroits. Comme aussi le statut social économique à certains autres endroits est très important. On voit qu'il y a aussi ce jeu-là qui joue dans le moment. Beaucoup, finalement, la couleur a peut-être moins d'importance à certains endroits que réellement où est-ce que tu es dans l'échelle économique. Ouais, ben en fait, ce que j'entends de ce que tu dis, c'est la manière dont je le comprends, c'est que c'est d'être capable, pour voir un humain pleinement, c'est d'être capable de voir l'individu dans ses spécificités et dans ses généralités. Donc, il y a l'individu qui va avoir son identité propre, son nom, son histoire, ses traits caractéristiques. Il va avoir grandi dans une ville ou un village ou une communauté. Il va avoir eu son origine ethnique ou son pays. Il va avoir eu justement les liens des différents pays. Il va avoir l'humanité, il va avoir les êtres vivants. Donc, ce que je comprends dans ce que tu dis, c'est qu'on soit capable de voir tout en même temps. Donc, c'est ancré dans les principes qui font en sorte que si on veut justement être dans une forme de collaboration entre cultures, d'être quand même ancré dans sa propre culture. C'est ce que je comprends en ce que tu nommes. Tout à fait. Moi, ce respect-là, il doit être là. Et puis même, c'est une forme de conservation, de préservation de chaque personne avec de sa descendance. Et pour moi, c'est magique. Pour moi, c'est essentiel car ça nous permet, si on prend juste par les mets culinaires, comment sont façonnés aussi par notre environnement, par les saisons qui passent par chez nous, par les gens qui ont voyagé aussi, qui se sont installés là, les différentes épices, les différentes techniques même. Alors, si on prend juste ça, on sait qu'on peut partager énormément autour quand when we break bread, excusez l'anglicisme, mais quand on partage le pain, ce qui veut dire et par le fait même de cet environnement, c'est sûr que si tu es en Norvège et que le hareng est bon marché, que le hareng est bon et que tu peux aller le pêcher, ben il va y avoir beaucoup de mets avec du hareng, etc. Alors et chaque endroit comme ça dans le monde possède des ingrédients qui font qu'on peut même expliquer une certaine identité. Et c'est la même chose pour nous, descendants d'Afrique. Et puis, c'est même un problème du fameux fast-food, dans le fond, qui est pas réellement notre nourriture à beaucoup de monde, pas juste les Noirs, et qu'on pourrait se poser des questions parce que, a priori, même ce descendant qu'on a pris de l'Afrique, c'est le manioc, c'est le yam, c'est la banane, c'est ces choses-là qui sont essentielles réellement. Et vu qu'on perd ça, parfois, surtout dans les pays nordiques, où est-ce qu'il n'y a pas les palmiers, il n'y a pas les mangos, tout ça, qu'on doit importer, bien, même on peut se poser des questions sur les changements biologiques qui s'effectuent dans des personnes comme moi. Qui perdent justement des ingrédients profonds. J'ai sauté. Ouais. Qui perdent. Il faut en parler. Moi, je pense qu'il y a des gens, il y a Dr. Sebi, entre autres, qui a fait beaucoup de recherches là-dessus. Sur comment qu'on mange mal dans les Amériques et que la nourriture que les Noirs mangent ici dans les Amériques n'est pas appropriée pour eux. La même chose chez les Autochtones, en principe. Parce que everything is MSG, puis tout ça. Il faut qu'on y pense à ça. Il faut réellement y penser pour au moins trouver un certain équilibre dans ce qu'on mange, parce que finalement, nos parents nous donnent et nos ancêtres nous donnent ce qu'on devrait aller vers, qui est peut-être beaucoup plus économique et beaucoup plus en lien avec la nature. C'est drôle parce que je t'entends, puis visiblement, tu es dans les fonctions que tu occupes, dans ce que tu dis en ce moment, on te connaît pour la promotion de l'émancipation des communautés noires, puis c'est très présent. Et en même temps, tu as été adopté. Tes parents adoptifs sont européens. Tu as vécu dans une famille avec 8 enfants d'origines diverses. Et c'est des choses qui sont peu connues quand on entend ton nom puis on voit ton titre. Comment est-ce que ton identité ou tes identités se sont construites en tenant compte de toutes ces variables-là qui ne sont pas connues à leur face même? Ben, c'est intérieur. Alors, c'est sûr que c'est pas dans le quotidien de la journée quand tu travailles ou que tu rencontres les gens que tu vas pouvoir aller réellement parler de tout ça.
Alors, c'est bien d'avoir des moments comme ça, un peu pour s'ouvrir sur soi-même, puis pouvoir partager effectivement sa propre traversée. Moi, bon, par le fait même de pouvoir être président de la table et de pouvoir être invité à ton émission, j'ai la possibilité de le partager, mais tu conjugues avec ça, tu conjugues, parce que c'est quelque chose, être adopté quand même par des Européens qui se sont connus à Paris après la Deuxième Guerre mondiale, qui ont choisi le Canada. Ben, il y avait deux choix, deux pays qui allaient les accueillir, mes parents, la Bolivie ou le Canada. Ils ont débarqué en 52 à Québec. On demeurait à Québec un peu. Et puis après ça, on réellement adopté une série d'enfants pour des questions médicales qu'ils ne pouvaient peut-être pas en avoir eux-mêmes. Et puis, ils ont sauvé des vies réellement et finalement reproduire un exemple de diversité. Parce qu'en 62, nous étions même à l'émission Femmes d'aujourd'hui à l'époque. Comme une famille réellement bizarre, tu sais, pour le Québec. T'étais à l'émission? Ah oui, il y a du footage avec... C'était qui la charmante, très connue, qui est Madame Desmarais, en tout cas. L'émission Femmes d'aujourd'hui, en 1962, était venue chez nous au Mont-Saint-Hilaire. C'est ça, tu grandis en plus de ça au Mont-Saint-Hilaire, parce que mes parents ont un peu cherché une montagne qui pourrait leur faire penser à quelque chose comme les Alpes. Alors, c'est quand même pittoresque, le Mont-Saint-Hilaire. Alors, ils ont construit leur maison là-bas. C'est quand même des drôles de pionniers. Et on s'entend qu'un est hongrois. Mon nom est hongrois, Farkas, qui veut dire loup. OK. Et ma mère est suisse. Alors, c'est inhabituel, mais nous étions des enfants dans le besoin. Et ils sont venus nous pêcher, ils sont venus nous rescaper. Et juste que peut-être juste situer, c'est comme certains faits, parce que c'est ta vie qui est évidente pour toi, mais on parle d'enfants, si j'ai bien lu, il y avait parmi tes frères et sœurs un enfant Mi'kmaq, il y en avait plusieurs, donc peut-être juste nous parler aussi de la composition de cette famille-là. Ça me touche beaucoup que tu adresses ça. Oui, effectivement, mon frère qui nous a quittés trop tôt, il y a quelques années, était de la Nouvelle-Écosse. Moi, je viens du Nouveau-Brunswick. Lui, il était certainement assez fortement Mi'kmaq, si on peut dire. Je le suis aussi. C'est ça que je veux dire. Depuis que j'ai pu faire mon test d'ADN, moi, je suis en lien avec ma vraie famille. Alors, moi, je viens vraiment des vieilles familles noires qui se sont isolées, qui sont allées se cacher par le chemin de fer clandestin à Saint-Jean, New Brunswick. Grosse famille aussi, chez ma mère. Je suis né à Montréal. Et alors, c'est réellement la route de l'esclave, c'est la route de l'empire de Black Empire Loyalist. Je suis descendant de ça. Je suis descendant de beaucoup de choses. Alors, c'est réellement... Tu sais, souvent, les gens, on parle, mais c'est qui ces Noirs-là? Mais c'est nous autres, les descendants. C'est qu'on l'assume. J'ai une sœur qui était grecque, qui a aussi trouvé ses racines. Et puis, j'ai... Je sais, t'as ton attention... On peut prendre une pause un instant. Absolument. T'as ton attention divisée parce que tu avais perdu ton téléphone dans un taxi. Il est revenu. Il est revenu. Yeah! Fait qu'on l'a récupéré. Tout est bon. Tout est beau, fait que c'est cool. Absolument. Merci, Elise, pour avoir fait le suivi là-dessus. Merci. Lise. C'est ça. Oui, c'est l'histoire du chemin de fer clandestin, c'est l'histoire des gens qui se sont mélangés pour survivre. Ce qui veut dire que quand tous tes voisins sont blancs et tu es la seule famille noire, à un moment donné aussi, toi, tu blanchis, quoi. Tu n'as pas d'autre choix. Alors, c'est ça un peu l'histoire des Noirs du Canada, l'histoire des gens de la Nouvelle-Écosse. C'est des gens qui se sont mélangés avec ce qu'on appelle les settlers européens, qui se sont mélangés avec les tribus autochtones, comme tu le mentionnes. Et finalement, avec quand même un gros pourcentage
de noirs, tu sais, de sang africain, si je peux dire. Parce que c'est assez incroyable de voir comment que cette tache-là, elle s'en va pas. Finalement, du Nigérien, puis du Bantou, j'en ai dans moi, là, à fond, là, quand même, là, mélangé avec, justement, du Irish, puis du Norvégien, puis c'est que c'est fort intéressant. Et naturellement, les Autochtones aussi. C'est qu'on remonte au début de la colonie. Moi, je peux réellement regarder à 1619 Jamestown pour mon père, là, définitivement, même pour ma mère biologique, puis dire que c'est d'un premier bateau. Là, je peux remonter à ce temps-là pour le Canada quand ils sont montés puis qu'on avait promis aux soldats. On en a fait des soldats, c'était des esclaves ou en tout cas on leur a promis combattre à côté de nous, chose qu'ils ont perdu quand ils ont formé les États-Unis, les premiers États américains. En 1776, l'Angleterre a perdu et on a promis premièrement leur liberté et de pouvoir partir entre autres pour la Nouvelle-Écosse. Alors c'est ces gens-là qui sont venus avant moi et que même une partie, tu sais que j'ai même une certaine Isaac Hector qui a marché de Saint John à Halifax parce qu'on sait qu'il y a eu pétition parce que c'était trop froid. Alors Thomas Peters est allé pétitionner à Londres pour qu'on défrette au moins deux bateaux pour les ramener en Afrique. C'est que finalement, l'histoire de Book of the Negro, de faire tout le repassage qu'on repasse vers Sierra Leone, il y a les colonies, finalement, de ces gens-là qui ont ouvert à Sierra Leone. Leurs descendants sont là, qui sont aussi avec nous, mais qui ont vraiment fait tout le tour, comme dans Amistad. Tout à fait. Quand je t'entends, je fais vraiment le lien avec ce que tu as dit plus tôt par rapport à l'ouverture au monde. C'est comme ça que je l'ai interprété, qui se concilie avec un ancrage très profond. Ce sont les deux. Et je demeure curieux de comment dans ta vie, tu as été capable de demeurer ancré dans tes racines, puis tu nous parles de ton historique, de ton afrodescendance, tout en ayant cette ouverture-là. Quels facteurs de vie ont favorisé cette connexion profonde à toi et aux autres? Mes parents adoptifs. Je leur dois tout. Quand même, ils sont... faut dire... je dis toujours, ça m'a pris deux... Tu sais, moi, j'ai deux mères, j'ai deux pères, là, pour être qui je suis. Puis mais mes parents adoptifs, définitivement, c'était des gens... ma mère qui vient aussi nous quitter en 2020. À l'âge de 96 ans, merci. C'est des gens extraordinaires, c'est des gens qui avaient quand même t'es pas obligé de faire ce qu'ils ont fait, tu sais. Puis ont toujours eu je veux dire, de regarder des films. Mon père s'occupait beaucoup de projecteurs, c'est un ingénieur. Et souvent, il ramenait des bobines de films sur le Congo. Et puis, on passait de longues soirées à la maison de regarder ces films 35 mm, whatever, là, sur le Congo. Comment réellement les gens du Congo, puis je me considérais le prince du Congo. Je m'appelais, j'étais jeune, un autre exemple. Quand Martin Luther King est décédé, mon père, il me réveille le matin, j'ai à peu près c'est 68, alors j'ai à peine 9 ans, quelque chose comme ça. Il rentre en bas je demeure en bas dans la cave, comme on dit, et il est pas content. Puis l'Hongrois est pas content. Et il dit, je dis, mais je vois qu'il, tu sais, quelque chose le chicote. Puis il dit, Martin Luther King est mort. Puis je lui réponds, mais c'est qui ça? J'ai dit ça. Tabarnouche, il was upset. Il était fâché. T'avais quel âge à ce moment-là? 9 ans. 9 ans, OK. 9 ans, en 68. Ça l'a réellement, en tout cas, il a fallu que je fasse un one-on-one crash assez rapide. C'est que tu vois que c'était des gens extrêmement ouverts, extrêmement, avec aucune graine de, ça existe des blancs, là, qui ont pas une graine de racisme, là. Ça existe, là. Il faut le dire aussi dans le sens que c'est juste des êtres humains comme d'autres. Mes parents, certainement, ils sont de cette cohorte-là, si on peut dire. Et
c'est que c'est des exemples comme ça tout au long de leur vie, d'avoir adopté tous ces enfants-là, puis ils ont jamais, non, chez nous, ça fait que, et puis c'était par l'amour, finalement, sur des valeurs solides, d'ouverture, d'amour, de compréhension, d'accompagnement, aussi de responsabilité, et puis des fois de discipline aussi. Persévérance, finalement, toutes ces grandes valeurs que tous les êtres humains ont accès à. Mes parents aussi ont usé de ça. Et c'était les années 60-70. Alors, c'était des pionniers. C'était des pionniers. Alors, je leur donne, c'est réellement à eux que je donne qui je suis devenu. Puis, mais je te dirais que quand j'ai fait mes recherches sur ma famille originale, j'ai vu que c'était réellement pas si loin parce que ma famille, c'est réellement une famille historique du Nouveau-Brunswick parce qu'il y a des articles sur Google sur ma famille. C'est incroyable. C'est qui s'appelle The Hector of Spar Cove Road, qui est une rue là, à Saint John ou tu sais. Et puis c'est the League of Nations. Moi, dans ma famille adoptive, c'est réellement ça, The League of Nations. Ils ont adopté, tu sais, ça. Et dans ma famille originale, parce qu'ils étaient 9 enfants, on parle, c'est un article que tu peux trouver, The League of Nations. C'est que tu vois que le gars ici, finalement, it's mystic. It's a natural mystic, like Bob Marley would say. It's divine in the way that I'm comfortable being a MRI guy. So it's a middle of the road guy. Tu fais partie d'un lineage, c'est vraiment, j'ai le mot français, c'est comme oui, un lineage, j'ai pas le mot français, mais une forme de... Il y a une mission en arrière de ça qui est pas même contrôlée par moi à certains égards. Exact. Et en t'entendant, je suis fasciné parce que, entre autres, dans le contexte du documentaire Briser le code, dont je suis un des instigateurs, où on parle de comment certains jeunes qui ne sont pas blancs vivent leur réalité, j'ai reçu beaucoup de témoignages de parents, d'enseignants, de parents, mais plusieurs parents blancs qui ont adopté des enfants qui ne sont pas blancs, entre autres d'Asie. Et ils m'écrivaient en me disant, ce documentaire-là me fait réaliser l'importance d'avoir des conversations sur les enjeux raciaux avec mes enfants, conversations qui n'avaient jamais eu lieu. Et quand je t'entends, j'ai peu entendu d'histoires de parents qui ont fait l'inverse. C'est la première fois que j'entends une histoire comme celle-là. Puis je trouve que ça fait un bel hommage à quel impact ça peut avoir, même si un parent adoptif qui n'est pas blanc tient à ce que les racines soient honorées dans la famille, ça peut avoir un impact. Ou qui est blanc dans ce cas-ci. On a une petite pause cellulaire. qui est blanc. Mes parents sont comme... Ben, mon père, il ressemble quasiment à un Éthiopien. Dans le sens que je dis ça parce qu'il ressemble même à Haïlé Sélassié, qui est quand même l'empereur que je reconnais, disons, l'empereur d'Éthiopie. Parce que je suis devenu rasta aussi. Il y a tout ce côté-là qui... Tout à fait. Et pourquoi je dis ça? Parce que c'est quand même un Magyar. Les Hongrois, c'est quand même descendance Magyar. C'est les Huns aussi. C'est que on parle à ça Genghis Khan. C'est des gens qui ont été jusqu'en Mongolie et tout ça. Sur les steppes, les grandes steppes. Écoute, un autre exemple que ma mère m'amenait, j'ai vu Nana Mouskouri, mais j'ai vu aussi Harry Belafonte à la Place des Arts, à l'âge de 6 ans. Et puis lui, je pensais même, je l'écoutais cette semaine encore, parce que c'est une de mes valeurs sûres musicales, Harry Belafonte, dans le sens que de l'entendre chanter en hébreu, d'entendre chanter Harry Belafonte en japonais, écoute, ça m'a fasciné depuis ma tendre enfance. Et c'est ça aussi, le noir. C'est ça. Je dis pas que on est tous comme, mais c'est ça. En tout cas, moi, ça m'a fasciné, ces gars-là. Sidney Poitier aussi. C'est des années 60, Guess Who's Coming to Dinner. Des gars comme ça, ça a touché mon imaginaire aussi. Et j'ai pu m'identifier à ça. Mais tu sembles avoir été ouvert, ancré, ça revient tout le temps pour moi, ancré et ouvert à ce qu'il y avait autour de toi. L'environnement. L'environnement, au point où tu l'as mentionné, tu as, à un certain point dans ta vie, adopté le mode de vie Rastafari. Peux-tu nous en parler? Même commencer par qu'est-ce que c'est et pourquoi tu as adopté ce mode de vie-là? Effectivement.
Le rastafarianisme, ça devrait pas être isme, ils aiment pas les ismes, mais Rastafari, c'est ça c'est en amharique, dans la langue amharique qui est la langue d'Éthiopie. C'est un rang d'officier, général, tout ça. Ras, ça veut dire que tu pourrais être Ras Fabrice, par exemple. Et Tafari, qui est le nom que Haile Selassie avait comme enfant, qui est son nom d'enfant, ce qui veut dire, et qui veut dire qui est à craindre. C'est que déjà, et en Jamaïque, quelqu'un qui s'appelle Marcus Mosiah Garvey, extrêmement important, qui a reconnu dans sa quête pour unifier et donner une dignité et reconnaître qu'il fallait qu'on sorte de la misère dans les Antilles et partout, a reconnu, entre autres, qu'un empereur serait couronné, qu'un prince serait couronné empereur en 1930 et que ça devrait être notre messie. Et en Jamaïque, les Rastas ont reconnu tout de suite ça, cette prophétie que Marcus Garvey a donnée et puis qui est arrivé en 1930. Le Négus est devenu empereur reconnu, ami personnel de la reine Élisabeth. Bon, on sait qu'il y a eu un coup d'État. Mengistu l'a débarqué en 74, tout ça. Mais reste que c'est que les Rastas tout de suite ont adopté ce sauveur comme leur rédempteur. Et pour se sortir de la misère, même s'ils étaient complètement, on s'entend en Jamaïque surtout, dès que tu avais les cheveux rasta, t'étais battu par la police, emprisonné, tu restais dans les montagnes carrément pour ne pas te faire, si la police te trouvait, c'est seulement devenu sexy avec Bob, réellement, et même encore. Et aujourd'hui, c'est parce que c'est un moteur économique incroyable, c'est pour ça que ça a changé les mentalités. Alors, c'est un peu ça l'histoire de cette adhésion de par le monde, qu'aujourd'hui, on s'entend qu'il y a des Rastas partout, à la philosophie de l'empereur Haile Selassie, à la philosophie de Black Man for his own, tu sais, qui va faire pour soi. Bon, also a peaceful man. Mais c'est ça la quête d'être... Vas-y. Ben en fait, j'allais dire que quelque chose qui me frappe du mouvement, et lorsque j'en comprends, c'est cette recherche de paix et promotion de paix. Donc, quand tu as dit tantôt qu'on parlait d'un rang et qui est à craindre, tout de suite, je me suis dit, ben, est-ce qu'il n'y a pas une... ça m'a surpris que ce soit ça le sens des mots, parce que ce que je comprends du mouvement, c'est une philosophie qui est éminemment dans un esprit de paix. Donc, je suis curieux de t'entendre là-dessus sur le côté peaceful de la chose, en fait. Ben, je veux dire, oui, pour avoir la paix, il faut aussi se défendre ou l'acquérir dans le sens que s'il faut, tu sais, les Rastas vont souvent chanter comment il faut fight down Babylon. Ça fait qu'il y a une lutte. Il y a une lutte certaine, mais c'est juste de prendre des moyens intelligents et des moyens comme on le fait un peu maintenant. Il peut y avoir une frange qui pourrait être plus guerrière, comme dans toute lutte. Mm-hmm. Et chez les Rastas aussi. Mais effectivement, ça se veut plus religieux, spirituel. Finalement, d'être en connexion avec Jah, qui est Dieu, qui est Allah, qui est Yahvé. C'est toujours le même Dieu. Et de pouvoir avoir cette confiance qui nous permet finalement de passer à travers. Il y a cette dimension-là qui est très, très forte au sein du mouvement. La dimension de paix, oui. He's a humble man. Parce que souvent, c'est le Rastaman, c'est soit qu'il reste dans les montagnes, puis qu'il est agriculteur, qu'il est fermier, ou qu'il est pêcheur sur la plage aussi. Bon, aujourd'hui, il y a des Rastamans qui sont médecins. Il y a des Rastamans qui sont dans toutes les sphères de la société, et c'est tant mieux. Et ce que c'est ça. Je crois que... mais oui, la valeur est quand même... elle se veut quand même pacifique, mais... tu sais, je veux dire, tant que le diable va courir, tant que Lucifer va courir, il faut quand même savoir qu'il est là et savoir comment au moins le contourner. Ouais, je comprends. Ben, c'est comme des fois, dans certains groupes, j'ai des conversations où on parle de la question de
compassion idiote qu'on veut éviter. Donc, de pas être, oui, de faire preuve de compassion, mais de pas être idiot là-dedans. Ou encore, je pense à Martin Luther King qui disait qu'il préférait avoir une justice avec des tensions plutôt qu'une paix, une harmonie, mais une harmonie dans laquelle il y a de l'injustice. Donc, il y a toujours une question dans la recherche de paix, une lutte contre quelque chose et en même temps, en fait, de promouvoir quelque chose de positif. Les deux vont ensemble. C'est ce que j'entends dans ce que tu nommes, en fait. Oui, oui, tout à fait. Tu touches, c'est ce que j'explique. Et puis pour moi, dans les années 78, j'arrive un peu, j'ai presque 20 ans et je suis mélangé. Je suis mélangé sur beaucoup de choses, comme ça arrive. Et j'ai vu une lumière là. J'ai vu une lumière là, d'abord par la musique et par les chants de plusieurs chantres jamaïcains qui ont défendu. Et j'ai été voir la philosophie, comme on vient. Est-ce qu'il y a un événement particulier? Parce que, à un moment donné, il faut bien qu'il y ait quelque part, que tangiblement, il y a une rencontre qui se fasse qui mène à ça. Ben, je veux dire, quand je dis que j'étais mélangé, c'est un peu t'es en rébellion contre certaines structures. La Pepsi Generation à l'époque des années 70. J'étais plutôt un peu du côté hippie. C'est qu'avec ma guitare, tout ça, au cégep, c'était comme... J'étais de ce côté-là, tu sais, réellement dans le café étudiant, puis chiller, puis tout ça. Alors... T'étais à quel cégep? Maisonneuve. Maisonneuve, OK. Et je pense que le déclic a été que je cherchais quelque chose, puis à un moment donné, j'ai débarqué à Côte-des-Neiges dans un sous-sol, c'est à granit, en train de prier avec les Rastas. Moi, le petit gars de Saint-Hilaire, on s'entend, là, il faut aussi voir ça. Je suis pas un Jamaïcain qui est arrivé ici en 75, là, tout ça. Je suis en train de prier avec eux et tout ça, puis tout le monde roule des gros battes, puis whatever. Puis they're cooking in the back, c'est réellement, ce que je rencontre, non seulement la philosophie, mais la culture des Jamaïcains, puis surtout à l'époque, c'était le Jamaican, tout ce qui était mal du côté anglophone, c'était Jamaican passé, si les deux solitudes qu'on connaît, tout ce qui était mal à l'Est, c'était les Haïtiens, puis ça. Ça fait que... Puis quand je reviens à Belleuil, Saint-Hilaire, où j'habite, où est-ce que je me fais écœurer par les bikers, parce qu'il y a bien des Hells, puis tout ça, j'avais la Maison Blanche, j'avais une maison centenaire, je faisais de la musique là-dedans, puis là, je me reconnaissais plus, puis là, j'arrivais avec mes nouvelles théories de Rasta, puis tout ça, que tous mes amis, c'est comme ça, c'est comme, wow! Tu sais, Stevie's better than David Bowie, c'était comme, mon ami blanc, parce que j'ai grandi avec un très bon musicien, que j'ai fait beaucoup de musique, Will Foster, puis tu sais, un gros débat, tu sais, who's better, David Bowie or Stevie Wonder? Tu sais, today, I would say both have their own, credentials. Mais, c'est que c'était ça. C'est que je me cristallisais, là, j'ai été voir ailleurs. Mais, et puis, mais j'ai commencé à m'éloigner de mes parents aussi. Il y a eu, parce que là, j'étais à l'adolescence, puis mes parents sont blancs, puis I want to feel black. I know where's my identity. Puis, j'ai trouvé ça. De fil en aiguille, j'ai travaillé au Club Nubia, un club reggae, c'est à rue Sainte-Catherine, un club très, très connu, que tout le monde allait là. J'ai rencontré la première femme de mes enfants, qui était jamaïcaine. C'est ça comme grosse introduction quand même, qui était rasta aussi. Alors, ça aussi, ça a été un fait marquant. Mais c'est ça, c'était de la rébellion, c'était de chercher quelque chose sur lequel je pourrais... parce que j'étais en quelque part, j'étais pas bien réellement avec toute la nourriture qu'on me donnait. Il me manquait quelque chose. Ça revient à ce que tu nommais plus tôt. Il y avait une ouverture pour quelque chose d'autre. J'ai trouvé ça, puis jusqu'à aujourd'hui, je te dirais que... Je suis confortable quand même dans le rasta, mais pas de façon... Je l'utilise pas au travail. Je suis directeur de maison de jeunes. Même à la table ronde, tu me vois pas rasta all the time. Quand c'est sûr qu'il y a des valeurs pour les Noirs, il y a des valeurs panafricaines, il y a des valeurs ou bien même des histoires qu'il faut à ne pas oublier.
Tu ramènes cet élément-là. Parce que dans les Antilles et partout, on parle aux quatre coins du monde, il y a beaucoup même beaucoup de Blancs. Quand tu vois les rototomes en Espagne, en Italie, c'est pas juste des Noirs qui sont là, qui adhèrent à la philosophie raciste, qui est une philosophie, comme on a dit, pacifique, de faire pour soi, de pas travailler pour Babylone telle quelle, finalement du vivre ensemble. Il y a des bases du vivre ensemble. C'est que dans ce sens-là, mais j'ai pas besoin de dire Rasta à chaque seconde. Pas du tout, pas du tout. Parce que finalement, je suis aussi un être humain. Puis ça va, exact. Et c'est drôle parce que quand tu parles, il y a toujours, j'entends toujours, encore une fois, t'es ancré, ouvert. Puis t'as parlé, juste dans les derniers instants, t'as parlé de toutes les influences qui ont un peu construit ta manière de voir les choses. Et t'as mentionné brièvement le divide ou la division francophone, anglophone. Et on peut bien parler dans nos communautés, parce qu'on peut bien parler, bien sûr, du Canada anglais, du Canada français en général, mais tu l'as mentionné brièvement, quelque chose qui est quand même présent. C'est drôle. Tu es arrivé ici, tu m'as donné 3 articles de journal, le Contact, le Montreal Community, et c'est un journal que je peux montrer à l'écran. 3 éditions que moi-même, je connaissais même pas, un journal des communautés noires. Il y a plusieurs exemples de division, des fois explicites, des fois implicites, au sein des communautés noires. Et tu me sembles être une des personnes qui navigue à travers cette division-là. On peut me reprocher de ne pas parler créole. Je pense qu'il y en aurait beaucoup qui apprécieraient que je sois un peu plus dans la langue créole. Ça serait le fun. C'est juste dans... le patois, j'avais pas le patois, mais le patois, je comprends. Ça, c'est comme, je sais... mes roots, depuis longtemps, sont anglophones, depuis le sud des États-Unis, tout ça. Mais on pourrait... Ça serait le fun que... on me taquine parfois, mais j'ai beaucoup de partenaires de la communauté haïtienne dans le communautaire, comme tu sais, puis à 120 000 à Montréal, c'est aussi bien de faire des alliances. Encore une fois, j'ai toujours compris. Au Cégep Maisonneuve, oui, j'avais beaucoup d'amis blancs, surtout ceux qui faisaient de la musique, puis tout ça. Moi, je m'occupais de la musique, beaucoup de musique québécoise. J'ai beaucoup aimé la musique québécoise des années 70, Beau Dommage, Harmonium, tout ça, je veux le dire aussi. André Gagnon, tout ça, parce qu'ils venaient pratiquer à l'amphithéâtre. Et la communauté haïtienne était là, parce qu'ils étaient soit en technique policière, technique infirmière, comme on le sait, c'est des cours assez solides au Cégep Maisonneuve. Et j'avais des liens avec certains membres d'entre eux. Et c'était bien. Mais c'était pas... Je voyais aussi que, c'est pas exactement who am I, you know? Encore une fois, c'était comme de me chercher à l'époque. Mais c'est ça. J'ai toujours navigué entre... même avec nos frères et sœurs africains, toujours un grand amour. Un grand amour, un grand intérêt pour l'Afrique. Je sais qu'il y en a que, bon... Non. Et qu'est-ce qui fait en sorte... Mais j'ai le même amour pour quelqu'un un Arménien, même un Kurde. Tu sais, je précise des minorités qui sont même ostracisées jusqu'à aujourd'hui pour te dire que c'est pour ça que j'utilise pas le mot racisé. Parce que who are you talking about it? À peu près tous les peuples de la Terre ont eu leur struggle. De discrimination, de préjugés. Hey, t'as des plus grandes oreilles, t'as des plus grands pieds, je vais aller t'attaquer depuis que le monde. C'est que moi, c'est un terme, j'ai beaucoup de misère. Parce que quand j'utilise le terme, j'ai fait du coq à l'âne, mais c'est correct. Non, vas-y. Si j'utiliserais ce terme-là, pour moi, c'est comme si j'ai déjà lancé la serviette avant même de commencer. Toi qui travailles avec les enfants, Fabrice, je te demanderais, toi, une question. Est-ce que tu peux arriver devant une classe d'enfants puis réellement les regarder? Le système, raciste systémique, tout ça, un système, pas de problème. Mais de dire peuple racisé ou racialisé, là, je sais plus ce qu'ils utilisent, ou personne, ou dès qu'on parle, ou groupe, jamais tu vas m'entendre dire ça. Jamais, parce que c'est comme, I've given up
It's like I've labeled you. Je viens de te catégoriser avant même de... Arrête. Puis de qui tu parles? À peu près, il y a tellement de peuples au monde qui ont été victimisés. C'est quoi? Tu parles juste des anglo-saxons blancs, puis que même eux autres, ils ont des chicanes avec les Irish, puis les Bourbons, puis les... Mais de qui tu parles? Mais moi, c'est que moi, j'utilise pas, puis je trouve que... Oui, réponds. Non, je préfère que tu répondes, parce que moi, je crois pas qu'on peut élever nos propres enfants, ou même les autres enfants, en leur parlant tout de suite qu'ils sont une personne racisée. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Pour moi. Je deviens livide. Moi, ce que j'ai comme impression... ce que j'ai comme impression en t'écoutant, c'est que tu as été capable, à travers ta vie, de naviguer à travers tellement de différentes identités que tu arrives à nommer des injustices qui affectent certaines populations spécifiques, tout en voyant comment ces injustices-là s'appliquent à d'autres situations. Moi, c'est ce que j'entends dans ton parcours. Et c'est un talent ou c'est un talent ou c'est une qualité qui est rare, en fait. Parce que j'ai l'impression qu'on est soit dans la recherche de dire qu'on est tout le monde pareil, ou on crée des catégories, mais de naviguer dans les deux, c'est pas évident. Alors moi, quand j'entends ton questionnement, je me dis, ben oui, j'utilise le mot racisé, et c'est sûr que ce week-end, je vais réfléchir, je vais dire, Michael a dit ça, comment est-ce que je navigue différemment? Donc, je suis vraiment, c'est là où je suis présentement, parce que moi, quand je l'utilise, j'ai pas l'impression de... Oui, Prosper aussi, oui, exact. Puis, mais je suis sensible à ce que tu nommes en ce moment et j'ai pas de réponse. Je dois dire que je n'ai pas de réponse. Je vais pas prétendre que j'ai une réponse parce qu'il y a de la sagesse dans tout ce que tu nommes. On va réfléchir. Et ce que je dirais aussi, le défi là-dedans, c'est le défi du langage parce que on a parlé, on dit communauté culturelle. Moi, j'aime pas l'expression communauté culturelle parce que tout le monde fait partie d'une communauté culturelle. Ça, c'est une des choses. Donc, souvent, au Québec, on en parle. Flou, hein, c'est super flou. On parle de minorité visible. Je n'aime pas non plus l'expression parce que... Même diversité. Diversité. Alors, et diversité aussi, quand on dit les gens de la diversité, c'est toujours une manière de ne pas parler de tout le monde. Nous sommes tous la diversité ensemble. Donc, le mot racisé, peut-être que dans 10 ans, on va dire, ben, il y a une problématique par rapport à ce mot-là. Et c'est là où je suis par rapport à ce que tu nommes, dans une forme de curiosité. Donc, comment moi-même, je vais me réapproprier le mot, en fait. C'est vrai. Ben, c'est un bon débat. C'est bon qu'on l'amène sur la table. Parce que dernièrement, j'ai remarqué que, tu te rappelles, il y a quelques années, on disait beaucoup minorité visible. Là, il est pas mal évacué. Et il a changé pour, effectivement. Et on change, personne racisée. Alors, écoute, c'est une discussion. C'est même, ceux qui veulent même faire en sorte qu'on soit, qui fêtent, qui sont dans le mouvement antiraciste, si on peut dire, l'utilisent à bonne esséance, fait que éventuellement peut-être qu'on va passer à d'autres mots. C'est ce que je présume. Mais merci d'amener ça. I mean, because I even say, j'aime mieux le mot négat que racisé. Parce que quand tu vas chercher le sens étymologique de négat, c'est ce qu'on doit enseigner à tous nos jeunes, là, surtout dans les gangster rap, c'est très positif. Ça vient de Négus, ça vient du Nigeria. C'est ce qu'on en a fait dans la bouche de certains hommes, surtout dans les Amériques et tout ça. C'est avec le ton, nigger, obviously. C'est comme, mais, parce qu'ils savaient, mais ça vient de Niger. Mais ça vient de Nigeria, ce qui veut dire, ça vient de nature. Ça veut dire que, et même un des titres, comme j'ai dit d'Haïlé Sélassié, Négus. Ce qui veut dire qu'a priori, le mot négat, ça veut dire que t'es un roi ou une reine. C'est ça qu'il veut réellement dire. C'est juste qu'on l'a déformé avec, vas-y. Non, ben, j'allais dire, j'acquiesce parce que ce que j'entends, ce que tu dis, c'est que dans tout le débat qui parle de l'utilisation et du mot nègre, dans tout ce débat-là, tu sembles apporter des arguments additionnels par rapport à la raison pour laquelle les communautés noires prennent le mot. C'est pas juste une question de réappropriation du mot, c'est que le mot, à sa base même, est un mot qui est noble. Et tout ce qu'on veut exclure, c'est la connotation très forte négative du mot
mais il y a une profondeur aux mots qu'on veut maintenir. C'est de l'histoire, c'est de la profondeur, tout ça, dans ce que tu dis, en tout cas. Oui, oui, tout à fait. Puis peut-être si nos jeunes qui chantent, c'est pas un mot que moi j'utilise réellement dans ma poésie, parce que ma génération, effectivement, s'il y a un malaise très compréhensible, mais quand on étudie tout le mot, on voit qu'il n'a pas une racine du tout. C'est ce qu'on en a fait au mot. Exact. La déformation, tout ça. Alors, peut-être nos jeunes qui le chantent, là, s'ils le savent, est-ce qu'ils le chanteraient encore avec autant, j'espère, parce que là, ils pourraient se dire, actually, it doesn't mean, je suis pas une vadrouille, je suis I'm a king, I'm a queen, t'es une tu sais, you're a queen, and so on and so forth. Puis we're the human race. Mais les Africains aussi, c'est comme l'ADN original. Exactement. So we have the original imprint. C'est que sans nous, ils ont besoin de nous en tabarnouche, pour que ça continue, alors, c'est ça. Voilà. Mais il y a beaucoup de débats, puis c'est correct, dans le fond, il n'y a pas de wrong or right, mais c'est des choix que chacun doit faire pour... Le plus qu'on est informé, le mieux on peut faire des meilleurs choix, je crois. Et à travers tout ça, c'est certain, tout ce que tu nommes là, selon moi, ça contribue énormément à un enrichissement. Et puis je sens vraiment un feu pour que individuellement, collectivement, on s'émancipe. Et je me demande, en lien avec ton amour pour la musique, s'il y a une chanson qui qualifie ou qui décrit bien ce que tu souhaites pour la société québécoise, quelle serait cette chanson? Une chanson québécoise ou une chanson de par le monde, n'importe laquelle? Tu choisis. Libre à toi de choisir. Moi, je te dirais Louis Armstrong, What a Wonderful World. Puis je t'aurais aussi répondu peut-être Aretha Franklin, Say a Little Prayer for Me. And just because par nostalgie, Sam Cooke, A Change Gonna Come. Et j'imagine que ces trois chansons-là, on parle de la société québécoise, mais c'est pour la planète entière, finalement. Oui, mais je sais que je les utilise ils me font beaucoup de bien, puis c'est des tunes, je veux dire, il y a des tunes, c'est des tunes que tu peux mettre le micro-sillon puis de la jouer quasiment 3 heures, on s'entend, c'est des tunes, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vont les connaître quand ils vont entendre les shows. Ouais. D'ailleurs, juste comme ça, as-tu vu le film One Night in Miami? T'aurais pu me demander une chanson francophone, vu qu'on... Mais vas-y donc. Non, j'ai pas vu le film One Night in Miami. Ça, c'est un bon film, c'est ça? C'est un film, oui, où en fait, Sam Cooke est une des personnes. Il y a Mohamed Ali, Malcolm X, et on voit des conversations entre eux. Oui, donc... c'est un documentaire? Non, c'est une fiction. Mais ils utilisent des vrais caractères ou non, c'est une fiction. C'est une fiction qui est sortie, je pense, en 2020 ou peut-être même 2021. Sam Cooke a connu Mohamed Ali. Il y a des bonnes chances, oui. Ouais. Et c'est drôle. Je vais en fait faire mon mea culpa. J'essaye de limiter mon utilisation des produits Amazon ou des services Amazon, mais il est disponible sur Amazon. Okay. Et c'est des contradictions. Tu les trouves trop riches? Bezos, c'est trop riche, là? Exact. Exact. Et j'accepte la contradiction. Je me suis pincé le cœur, puis je suis allé voir le film, mais c'est un film qui vaut la peine d'être vu. Puis une chanson francophone. Oui, exact. Wow. On est toujours non, mais je l'ai. Ils viennent nous quitter. Ils viennent Raymond Lévesque, Quand les hommes vivront d'amour. Il n'y aura plus de misère. Ça équivaut même les 3 autres chansons que j'ai dit. Je dirais, elle est au même niveau, là. Au point de vue parole, mélodie, tout ça, là. Puis mes hommages, mes condoléances aussi à la famille de Raymond Lévesque que j'adore beaucoup aussi. Qui est très méconnu, hein, comme grand poète. L'as-tu connu personnellement? Non, je l'ai pas. Lui, je l'ai pas connu personnellement, non, mais je connais quand même son l'œuvre. Oui. J'adore Gilles Vigneault aussi. Ce sont... C'est important, tabarnouche, c'est important. Mais anyway, à chacun son
son maître. Non, mais ça me... Parce qu'il y en a des jeunes, c'est Nipsey, the guy that just passed away. What's his name in LA there? Nipsey? Ouais. Thank you. C'est que tu vois, il y a tout... C'est un autre monde aussi qui est bien riche aussi. Il y a quand même du bon... Tu sais, l'autre, thank you, guys. Nipsey Hussle, Kendrick Lamar, on les dit en background. Ben, tu vois, c'est important aussi parce qu'on avance quand même. C'est sûr que moi, j'ai mes valeurs. J'ai parlé tout de suite d'emblée de Marvin Gaye quand le sac passé, tu sais, what's going on. Puis c'est sûr que c'est mes assises, tu sais. Mais on reconnaît aussi dans la musique actuelle, tu sais, des Alicia Keys, des gens comme ça avec une grande, grande valeur aussi. Mais je peux pas m'empêcher en t'entendant de nommer, si tu ne le connais pas, je pense que ce serait un artiste qui mérite d'être connu. Qui est déjà connu, mais je me questionne sur si tu le connais ou non, Émile Bilodeau. Mais c'est un acteur? Non. Alors, Émile Bilodeau, que je connais personnellement et que je salue, c'est selon moi, c'est selon moi un Félix Leclerc, c'est selon moi un Gilles Vigneault, c'est une évidence. Puis il est noir? Non, Émile, non, c'est ça, c'est un jeune qui a grandi sur la rive sud de Montréal et qui... On a Karim comment? Qui est bon aussi. On a Karim Ouellet. Alors, on a Karim Ouellet, mais je parle d'Émile Bilodeau, oui. Pourquoi? Parce que, étant d'ascendance canadienne-française, il se fait un point d'honneur d'être profondément ancré dans, justement, sa tradition ou la tradition canadienne-française. Et il est dans le lineage des personnes comme Gilles Vigneault. Un peu comme celui de Saint-Félix, là, à Saint-Félix. Fred Pellerin. Merci. Et la particularité d'Émile, c'est qu'il est ouvert sur l'ensemble des communautés qui vivent des discriminations sur le territoire québécois. Il travaille par son art et à l'extérieur de son art à bâtir des ponts. Donc, c'est une recommandation que je fais et que je fais à tout le monde d'écouter Émile Bilodeau. Émile fait partie de la cohorte des coachs de Pour 3 points, donc il fait partie de notre programme de formation, donc l'organisme que j'ai fondé. Et au-delà de ça, on se côtoie. Et puis, je dois dire que dès la première rencontre que j'ai eue avec lui, je me suis dit, ce gars-là, il est spécial. Il y a vraiment quelque chose qui est absolument extraordinaire. Je vais retenir le nom. Ah, ouais, mais il y a des œuvres, il y a de ces trucs que je peux trouver. Il y a de ses œuvres, effectivement, donc de ses albums. C'est un artiste qui est connu. Et il y a un album qui va sortir à la fin 2021. J'ai en tête, entre autres, une chanson qui s'appelle « Je me souviens », où il parle de Joyce Echaquan, où il parle de George Floyd, il parle de la loi 21, il va jusque-là dans son art. C'est bon, c'est pas le même réchauffé là, que son gérant lui a dit de faire les tuniques, lui, c'est bon, c'est important. Un jeune extraordinaire. Super. On parle de jeunesse. On parlait d'Est-Ouest aussi. Je ne sais pas si tu veux revenir là-dessus, la dualité, où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux aborder? Je crois que tu disais que je me faufile quand même bien, puis je t'avais répondu sur le créole, effectivement, de pas le parler, mais reste que, oui, ces deux solitudes qui sont aussi, c'est dans nos têtes, c'est de moins en moins, heureusement. Il faut abattre ça. C'était misérable dans les années 80-90. Puis on parle d'adultes là qui étaient réellement, qui voulaient pas connaître. L'Ouest, on veut rien savoir. L'Est, on veut rien. Non, il y a d'autres des ambassadeurs. Puis la jeunesse l'accepte beaucoup moins. Ils se retrouvent soit à l'école, ils se retrouvent un peu partout dans l'espace public et se promènent et vont et viennent de long en large, de façon beaucoup plus avec moins de préjugés que par ces temps-là. D'où ça venait ces préjugés-là? Par quoi c'était fondé? Souvent, elle avait la langue, mais ça dépassait. Il y avait beaucoup de haine, beaucoup d'ignorance. Puis moi, je suis content de voir que des gars comme, je vais en nommer une couple, surtout des Anastasia sûrement aussi, mais je pense à Rito Joseph. Oui, qui était d'ailleurs invité la semaine passée ici. Lui, Rito. Je pense à OFC, Pharaoh. Oui. Pharaoh. Il y a des gars comme ça. Puis du côté haïtien aussi, ta personne toi-même, je te considère quand même quelqu'un qui va un peu partout, qui n'a pas froid aux yeux
t'intéresser. Il y a des femmes comme Tiffany Carlander aussi, Tiffany, qui est très présente. Oui, du côté. La Maison d'Haïti par elle-même, la Maison d'Haïti comme organisme aussi est quand même très ouverte, je dirais, à collaborer et reconnaît. Justement, dimanche soir va sortir, je peux dire en primeur, j'ai travaillé avec l'Alliance socio-pédagogique, tu sais, l'ancienne Alliance théâtrale. Puis finalement, la fameuse pièce Viola Desmond qu'on a eu des sous, elle va sortir dimanche au soir sur le web. Puis ça a été fait avec notre partenaire Patrick Delmas et toute la gang là, Jacques, mon autre partenaire du CECIM, Jacques Gérard Dorzin aussi. C'est qu'il y a des gens comme ça, chez Afrique, Henriette Kandoula. Je t'arrête un instant savoir, est-ce que on parle d'une pièce qui va sortir ce dimanche, donc le dimanche 21 février. Oui, sur Viola Desmond avec beaucoup de chants. Wow. Même, oui, ça va être en ligne à partir de 19h. Patrick a commencé à envoyer ça hier. Il faudrait que je vais t'envoyer le lien. On va s'assurer de relayer l'information. Hier, il y a beaucoup d'anticipation. On attend ça depuis longtemps. Ouais, alors, alors, on avance. De ce côté-là, je te dirais qu'on avance. Il y a beaucoup plus d'intérêt de par nos universitaires, de part et d'autre, d'échanger. Et il faut le faire parce que c'est seulement dans l'unité, ensemble. Utilisons justement ce dénominateur commun là, qu'on se lève le matin, on est noir, of different shades, et qu'on se couche le soir, on est noir. Utilisons ce dénominateur commun parce que le reste, il y a beaucoup de nuances qui changent, comme on l'a vu, on en a parlé longuement, pour quand même dire non. On a besoin de ça. C'est des projets, ça prend une couple de projets communs, qu'on s'entende tous, là. C'est ça qu'on veut. Puis que c'est ça qu'on va régler comme problème, là, tout de suite, à nos gouvernements. C'est ça que je voudrais dire comme message final. C'est se mettre d'accord sur une couple d'affaires. Savoir, est-ce qu'on est dans un message final? On est correct? We're good. Cool, on est good. C'est un message, il n'est pas final, mais je le donne tout de suite. Mais tu me donnes tout de suite, fait que t'es sur ton élan. Oui, dans le sens que au Québec, à Montréal, on souffre, les Noirs, quand même. On souffre de pas créer de la vraie richesse. En anglais, le mot est clé, c'est wealth. De créer de la richesse, finalement, pour les générations futures. Pas juste acheter des Macs sur ton char, là. C'est pas juste ça de la richesse. C'est de voir beaucoup plus loin, d'être visionnaire. Ça veut dire créer réellement des établissements, d'avoir des centres de réception. On aime faire le party, mais on est tout le temps en train d'aller louer, tu sais, dans d'autres quartiers, tu sais, quartiers comme à Montréal-Nord, tu sais, dans d'autres communautés, on loue leur salle à eux. D'avoir une salle où est-ce qu'on pourrait opérationnaliser ça pour nos mariages, nos réceptions, nos ceci, nos cela. Tu sais, tout le côté historique de finalement avoir ce centre d'archives / musée historique sur la communauté noire, les communautés noires de Montréal. Tu sais, puis que ça soit centralisé pour que les étudiants de tout n'importe quel niveau puissent débarquer là, avoir tous des logiciels, tu sais, à la fine pointe de la bébelle, là. Tu sais, puis qu'on continue à faire des excursions. T'sais, moi, j'ai jamais fait même l'excursion sur le chemin de fer clandestin en Ontario. Puis t'as 3-4 places, là. Uncle Tom's Cabin, Bobby Beaver. T'as 3-4 places, là, clés, que tu peux aller, puis tout est là. Qu'on pacte les autobus après la pandémie, là, puis qu'on descende, t'sais, puis qu'on arrête. Mais puis il faut travailler même que l'intérêt chez les Noirs de se connaître, parce que déjà chez notre jeunesse, non, ils veulent pas vraiment savoir ça. Je le dis tout petit, là, parce que je suis gêné. Ça me fait de la peine. Comment même relancer les projets? Et tu dis ça aussi, mais je le mentionne parce que t'es quand même, tu l'as nommé brièvement, mais t'es directeur général de Youth in Motion. Donc, quand tu dis ça, c'est que tu le dis aussi parce que tu fréquentes les jeunes, en fait. Je l'ai vu hier dans ma maison de jeunes. Youth in Motion, qui est un organisme qui a été créé pour les Noirs, par les Noirs.
à cause de la violence puis de toute la drogue qui était dans les quartiers 80-90, là, qui tuait les gens, qui les criminalisait. Beauty Motion est né de ça. Ça fait c'est la communauté noire anglophone qui s'est beaucoup dissipée, là, qui a quitté après ça avec les histoires de, même politiques. On parle que vous étiez localisé à l'NDJ, si je ne me trompe pas. Non, toujours Petit excuse-moi, j'ai dit. Oui, j'avais en tête Petit Bourgogne. Excuse-moi, j'avais en tête Petit Bourgogne, mais c'est ça que je voulais dire. Exact. Tout à fait. Et on fast track, c'est que imagine-toi, tu sais, que l'âme est noire, l'âme et que le board, c'est des gens noirs, ça a été tenu par toutes ces années-là, puis que, surtout dans le noir anglophone, dans le quartier mythique où le jazz est né, où les Porters, le premier syndicat noir des gars qui travaillent ces chemins de fer clandestins au Canada et aussi né là. Que hier, on fast-track à hier, on nous envoie, parce que la minute héritage d'Oscar Peterson vient juste de sortir, il y a 2 jours. Super. Tu me donnes des trucs à aller consulter. Oui, effectivement, elle vient juste de sortir, c'est bien fait. Il y a 4 minutes, puis je pense qu'il y a 1 minute. Anyway, pour faire une histoire courte, c'est que depuis 2 semaines, à cause qu'on n'a pas d'invités, parce que nous autres, on est beaucoup forts pour inviter. Même Fabrice, je voudrais que tu viennes leur parler un jour, s'il te plaît, ils en ont besoin. Puis, c'est qu'on on invite des gens partout. Oui, ben en fait, tu m'inviteras, je vais être là. Merci. Je sais pas. Merci. Et là, ça fait que tout ça a ralenti, C'est que là, on fait quand même des petites capsules sur le mode histoire des Noirs, parce que that's who we are. C'est quand même, si nous autres, on le fait pas, attends-toi pas qu'à la maison des jeunes qui est franco-québécoise blanche, là, que c'est eux autres qui vont le faire. Faut se respecter d'abord soi-même. C'est à tous nos frères et sœurs haïtiens et autres jamaïcains que je le dis. Il faut se respecter soi-même. Il faut d'abord faut que nous autres on soit intéressés d'aller dans les vidéos puis tout ça que tu peux aller retrouver sur Moi Histoire des Noirs, les conférences et toute la belle programmation. Anyway, ce qu'hier sont 15-16, on s'entend que c'est une diversité à Youth Emotion qui est aujourd'hui maghrébine. Il y a eu aussi certaines immigrations du Bangladesh, Asie du Sud-Est, mais il y a quand même des Noirs, beaucoup de Noirs francophones dans Youth Emotion. C'est plus l'anglophone, tu sais, nous autres, c'est pas la problématique dont on parle dernièrement, de la perte du français, là. C'est pas ça. Ça fait que là, ils sont là 15-16, ils attendent, ils ont toute la masse d'en face, puis là, ils attendent tout dans le salon, parce que c'est un des derniers endroits où ils peuvent venir un petit peu, passer une couple de minutes, puis attendre pour aller dans le studio. Je te jure, man, on a mis la minute, on a mis, les 16 sont sortis dehors. Make me cry. Même mes animateurs, on était là, nous autres, on l'écoutait quand même. C'est que là, ils savent qu'on fait des capsules, puis là, je sais pas, parce qu'il faut repérer comme le leader. Quand t'as une affaire comme ça, quand t'en as 15-16, faut que tu saches c'est qui ton leader, puis si lui, t'es capable, parce que c'est un mouvement, hein. Si 1 ou 2 dit on sort, ils sortent tous, hein. Tout à fait, tout à fait. Ça fait que mais ça fait quand même mal. Parce que Youth Emotion, c'est ça. Si on se regarde, en tout cas, t'as compris. Mais j'ai compris, puis en fait. C'est des générations, comment qu'on les accroche? C'est comment qu'on les accroche, juste, puis ça veut dire que s'il faut qu'on leur présente un petit bout sur le rap ou n'importe quoi, on va le faire. Parce qu'on veut t'accrocher dans le fond, on veut juste t'intéresser, on va avoir une discussion. Mais là, ils sont tellement dans leurs médias sociaux, puis dans je sais plus trop quoi. I'm getting too old. Dans le fond, là. Dans le fond, ce que tu fais, c'est que tu fais quelque chose de similaire que ce que ton père faisait quand tu étais enfant. Dans la connexion avec Je suis en désaccord. OK, alors je suis en désaccord dans le sens que je me donnais quand même une chance et une curiosité. Non, mais je veux dire, pas toi. Vas-y. Pas toi. En fait, ce que je veux dire, c'est que ton père... Notre génération, quand même, c'était plus... Ils ont tout cuit dans le bec, surtout avec ce maudit médias sociaux. Ce qui fait que cette jeunesse-là, on sait plus comment les exciter, on sait plus comment les motiver. Ça doit être un travail incroyable que les professeurs doivent faire à l'école, d'après moi. Parce que ils sont désabusés, mais je veux juste bien saisir. Et ce qui veut dire que les générations avant donnaient quand même une chance à un directeur de maison de jeunes, à des animateurs de maison de jeunes, qu'on leur offre quelque chose qui est peut-être pas quelque chose qu'ils connaissent, mais que je vais l'essayer, puis coudonc que j'aimerais ça, puis que j'ai appris quelque chose. Ça a tout été ça avant. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un a plus vieux, nos aînés,
nous ont assis, en général, on n'est jamais sorti perdant. Mais je veux juste bien saisir. Je te suis dans ce que tu nommes comme étant une forme de shift générationnel. Mais en fait, là où j'en étais, c'est bien de saisir. Le lien que je faisais, c'est le travail que ton père faisait pour s'assurer que tu sois connecté à ton histoire est un travail qui est similaire au travail que tu fais aujourd'hui. C'est tout ça que je voulais suggérer. Oui, mais mais le contexte n'est pas le même. Générationnel, je vais reprendre ton terme que j'aime bien. Il est complètement, il est très, très, très différent. Tout à fait. Très, je te suis. À l'ère des médias sociaux puis ce maudit téléphone, it changed the whole game, my friend. We all know that. Parce que nous autres, non, on est dans la matrice aussi, là, jusqu'à un certain point. C'est juste qu'on peut peut-être plus doser, mais ils reçoivent tout, là, je veux dire, ils voient tout. T'as 12 ans, puis twerking, en string, je veux dire, c'est rien de nouveau pour un enfant de 12 ans aujourd'hui. Ça fait que, mais c'est plus la même naïveté que tu sais, ça fait que, on stop right there, parce que tout le monde peut imaginer finalement ce progrès technologique. Des effets pervers. Mais alors, ma dernière question est la suivante. Justement, à l'ère du numérique où on parle de plateformes, ce sont des outils, tu nommes quelques-uns des effets pervers. Il y a aussi des effets aussi positifs qui permettent une forme de connexion. Tu as ton parcours de longévité comme personne qui lutte pour l'émancipation des communautés noires, mais des humains en général. Très bien. Quel conseil en termes de longévité souhaites-tu donner à des jeunes qui peuvent nous écouter pour poursuivre passer le flambeau? Quel conseil tu leur as donné en tenant compte du contexte actuel? Bon, on en parlait même aujourd'hui par rapport à la petite Bourgogne. Faut y penser. Faut y penser à la relève. Faut y penser sérieusement. Dans mon cas spécifiquement, mais de façon générale, faut toujours voir. Je crois aux perles rares. Je crois que Dieu fait bien les choses et que il crée des êtres humains qui arrivent au tournant du coin, puis que tu t'en attendais pas, puis qu'ils vont. Tu sais, il faut avoir confiance en Dieu. Comme il nous a fait apparaître nous, ben il va en faire apparaître d'autres. Alors de mettre un ton là-dessus. J'ai peut-être pas compris exactement ce que tu voulais dire. Un temps pour moi prendre ma retraite, faire non, en fait, ce que je veux dire, c'est que quand je t'entends, je regarde tout ton parcours et ça fait longtemps que tu contribues et tu construis la société ou tu participes à la construction. Et quand tu regardes les jeunes de 12, 13, 14, 15, même durant leur vingtaine, c'est un peu ça que j'essaie de saisir. C'est quoi que tu souhaiterais leur dire pour qu'ils soient plus aptes Je demande à rester pour au moins 1 minute et demie sur Oscar Peterson qui vient du quartier de la Petite Bourgogne, où est-ce qu'on est dedans. Qu'est-ce que je leur dirais? Faire des gros méchants yeux, là, comme je fais des fois, là, quand je les trouve ridicules. Non, ça marche même pas, ça. Ça les impressionne même pas. Ça, c'est le Rastafari avec l'étymologie qui a ton rang, puis t'as ton... Tu veux dire, quand je suis un petit peu qui est à craindre aussi. Ben, des fois, non, c'est Michael aussi qui est the lion, comme on dit. Le lion qui roar. C'est dans moi d'être comme ça, mais comme je te dis, ils te regardent surtout avec le masque d'en face. Tu sais même pas s'ils trient en dessous ou whatever. Non, ça pogne plus ben. Patience. Patience, c'est très... Comme on dit, la patience est une vertu. Et puis on peut être agréablement surpris. Naturellement, espoir. T'as toujours de l'espoir de pouvoir changer les choses. Et puis, écoutez ces jeunes-là qui auront finalement le monde comme, tu sais, nous autres, à l'âge que j'ai, il y a beaucoup moins de monde. Tu sais, c'est réellement, je commence à être dans les gens les plus âgés dans le monde, là, quand t'as 60 ans, 61, plus précisément dans mon cas, d'écouter cette génération, d'écouter les générations, d'écouter chaque jeune. Chaque jeune a son histoire, chaque jeune a un parcours qu'il veut faire, et puis de toujours qu'il puisse croire dans ses rêves, puis d'actualiser ses rêves pour qu'elles deviennent réalité. C'est que puis que tu sais qu'aucun rêve n'est saugrenu, aucun rêve
ne vaut la peine d'être contemplé pour arriver à ses fins. C'est ça mon message que j'ai pour le jeune. C'est parce qu'on voit qu'il y a des exemples de partout mais de bien savoir, c'est quel est le parcours, c'est quoi que tu as besoin de faire pour te rendre là. Tout le monde, il y avait une secousse, je sais pas si c'est encore la même secousse, mais tout le monde voulait jouer dans la NBA. Tu avais 5 pieds 3, je veux jouer dans la NBA. OK, mais tu sais quoi le parcours même? Tu veux jouer, pendant que tu es là, chaque jour nous dire que tu veux jouer dans la NBA, quelqu'un qui veut jouer dans la NBA, il est pas là en train de me dire de jouer dans la NBA. Il pratique. Exactement, il est debout à 6 heures pour finir, pour commencer tout de suite à faire tel entraînement, telles études. Il revient à l'entraînement, puis c'est comme il en mange 7-8 heures par jour pour même avoir une chance qu'un collège américain peut-être. Tu comprends? Mm-hmm. Ça fait que c'est de donner aussi aux jeunes réellement, où tu vas aller en médecine. Ben, c'est ça que ça va te prendre. Ton conseiller d'orientation va te dire c'est ça que ça va prendre pour que tu arrives, puis la meilleure façon d'y arriver, puis les prêts et bourses, puis toute cette kit-là. Ça fait que c'est de donner leur juste aux jeunes, mais des encourager. Mais on voit qu'il y a beaucoup de malaise dans nos sociétés. Finalement, ils visent pas nécessairement le haut, surtout quand tu as du gangster rap qui peut y proposer de get rich and die trying. Tu sais? Qu'à chaque jour, ils voient cette image-là, puis que de l'argent facile, puis tout semble beau, puis glitzy. Mais de continuer à leur proposer quand même, non, tu vas vivre plus longtemps peut-être de l'autre façon. Puis ceux qui vivent passé 28 ans, 30 ans, même eux doivent être des ambassadeurs de le dire aux 15 ans, 16 ans. Non, à un moment donné, parce qu'il y en a beaucoup dans nous qu'on aurait pu aller de d'autres sens. Tu sais? Puis on a comme un moment donné, non, on est revenu. Ça fait que c'est donner les atouts. C'est une forme de... Puis je pense que c'est une belle sagesse de dire qu'il y a une forme de vérité. En fait, une forme d'optimisme qui est ancrée dans une vérité de comment les choses sont. Puis c'est ce que j'entends, en fait. C'est le téléphone qui nous indique... Tu peux texter le gars, juste lui demander 5 minutes. Dis-lui 5 minutes, s'il te plaît, encore. C'est 5 minutes à peu près qu'on a? C'est 5 minutes, en fait, et même encore moins. Assez de temps pour te remercier. Et en guise de remerciement, on a la librairie Racine, que tu connais probablement, qui a été fondée par la merveilleuse Gabriela Garbo-Quinte, qui t'offre le livre They Came Before Columbus. The African Presence in Ancient America. J'espère que c'est une nouvelle édition. Ça a l'air d'une nouvelle édition parce que j'ai ce livre-là, mais je l'ai pas de cette gravure-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais te l'offrir, puis tu me le diras, puis on pourra voir faire un échange. Donc, Ivan Van Sertima. Oui, c'est le même livre. Je vais le montrer à l'écran. Et I think I'm gonna leave it. Yeah, it's the same book, my friend. It's the same book? Yeah, I have it. On te trouvera un autre livre, mon ami. You gotta dig a little harder for me. On va te trouver un autre livre avec un très grand plaisir. C'est un très beau cadeau, puis j'invite tout le monde à le lire parce qu'effectivement, il y a des belles vérités là-dedans. Ben, nous étions des rois et des reines avant la période de l'esclavage. Et nous sommes venus ici. Beaucoup de gens voyageaient bien avant Christophe Colomb. Merci, Michael, pour cette conversation. Avec plaisir. Très riche, vraiment riche, divertissant. Sont les deux... Et challengeant aussi, parce que tu m'as fait réfléchir à plusieurs choses. Donc, un grand merci. C'est moi qui te remercie aussi. Élise, merci. Sean, Zenga, merci à vous qui avez été présents. Et encore une fois, merci à la table ronde du mois de l'Histoire des Noirs de soutenir la démarche. On est au 3e épisode de cette collaboration Sac Passé, le mois de l'Histoire des Noirs.